Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Mathieu Bock-Côté et Philippe Guibert pour parler de l'actualité. Et l'actualité, ce sont bien sûr les marchés financiers avec ce lundi noir qui, plus ou moins, était attendu après les annonces de Donald Trump sur les droits de douane. Maël l'a rappelé dans son rappel de titre, 104% de menaces sur la Chine si jamais la riposte continuait depuis Pékin. La classe politique française a réagi avec chacun ses idées. Alors que le sujet est quand même plus ou moins complexe. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous en première heure, je vous conseille d'écouter le replay d'Europe 1 Soir avec Alain Madelin qui nous a fait une thèse, une masterclass en 3 points, 3 sous-points sur ce qui nous attendait, et notamment un tsunami économique. Écoutez, quand on pose la question quelle stratégie pour l'Europe face aux droits de douane de Donald Trump, écoutez les propositions de Stéphane Séjourné, vice-président de la Commission européenne, et le chef de file des députés républicain Laurent Wauquiez. Nous pourrions décider de retirer l'ensemble des entreprises américaines des marchés publics, par exemple européens. Alors c'est le bazooka économique. Il faut regarder dans quel secteur exactement et pourquoi nous pouvons le faire, mais ça fait partie des sujets qui sont sur la table et en discussion aujourd'hui avec l'administration américaine. Évidemment, ça a des impacts majeurs pour les entreprises américaines. Dans ce cadre-là, le rapport de force, en tout cas, il est sur la table. C'est le chaos. Et là, dans cette guerre commerciale qui vient, il va falloir se protéger. Ça, pour nous, ça doit être un électrochoc. Il faut mettre en place une préférence européenne. Tous les pays européens vont comprendre, parce qu'ils vont tous payer des droits douaniers à cause de Trump. Et donc, au lieu d'acheter des F-35, avec des fonds européens, on achète du Rafale. Il faut répliquer. Parce que si on réplique pas, qu'est-ce qu'on aura ? La défaite et le déshonneur. Voilà ce que disait Laurent Wauquiez à l'instant sur Sud Radio ce matin et Stéphane Séjourné sur France Inter. Je m'adresse au Nord-Américain que vous êtes, Mathieu Bock-Côté, qui avait pendant toutes ces années observé Donald Trump et sa façon de soit de bluffer, soit de ne pas bluffer. Là, en l'occurrence, on a l'impression qu'il roule tout droit et que ça va être difficile pour lui de reculer sur ses droits de douane. Il y a deux écoles, le protectionnisme et le retour par la négociation, ce que fait Ursula von der Leyen encore dans les dernières dépêches, nous annonce qu'elle va proposer à Trump une suppression de son côté pour une suppression en Europe, le retour du libre-échange. Alors, je pense qu'il y a aussi l'idée à quelle échelle peut se pratiquer le protectionnisme. C'est ce que disait Elon Musk en disant un protectionnisme qui intègre à la fois les États-Unis, le Canada et, par exemple, l'Europe. C'est une chose, ce qui n'est pas la même chose qu'un protectionnisme strictement national pour les États-Unis. Donc, ayons ça à l'esprit. Ensuite, pour avoir, en tant que Québécois, en tant que Canadien, de ces derniers temps, depuis, je dirais, le mois de novembre, on a vu Trump menacer le Canada. En fait, l'évolution de la politique tarifaire de Trump avec l'Amérique du Nord, c'est peut-être important pour la suite des choses en Europe. Trump commence en annonçant, je donne un exemple, c'est fictif, mais vous allez voir ce que je veux dire. De lundi, il annonce 45% de tarifs nouveaux. Le mardi, il dit que les tarifs vont être de 25%. Le mercredi, il les suspend en disant c'est pas certain, est-ce que les tarifs sont nécessaires. Le jeudi, il menace le Canada d'annexion. Le vendredi, il dit je sais plus exactement ce que je vais faire. Et le samedi, il impose des droits de douane finalement d'un tarif imprévu. Donc ce qu'on comprend, c'est qu'on est au début d'une séance de négociation avec Trump. On a vu d'ailleurs l'ensemble des élites des différents pays se jeter vers Trump en disant qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter cette politique? Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter d'être pris dans cette espèce de guerre commerciale mondiale? On comprend que dans l'esprit de Trump, le véritable enjeu, c'est la Chine. C'est-à-dire l'ennemi existentiel des États-Unis pour le siècle à venir, selon Trump, mais aussi selon Biden, selon Obama, c'est la Chine. Donc, est-ce qu'au terme de tout cela, les Américains... Puis aussi, il y a une chose qu'on doit comprendre dans la psychologie de Trump, et ça, c'est un peu drôle, mais quoi qu'il en soit, il voit le monde ainsi. Il est persuadé que les Américains se font exploiter par le reste du monde depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. En tout cas, c'est le narratif qui est exprimé. Oui, mais est-ce qu'il le pense vraiment? On ne sait pas. Je crois qu'il le pense, et ça nous rappelle c'est une forme d'impérialisme victimaire, le Trumpisme. Et en fait, c'est assez critiquable, c'est le moins qu'on peut se dire. Donc, quoi qu'il en soit, on est au début d'une séquence. Je ne suis pas certain, quant à moi, que la politique tarif contre tarif soit la meilleure, pour une raison simple. Cette escalade dans la guerre commerciale relève de l'autodestruction. Je crois davantage que Trump pose une politique qui oblige l'Europe, et la France en particulier, à se réformer de l'intérieur pour être capable de mener à leur manière une politique de réindustrialisation. Mais ça implique rupture avec la surbureaucratisation, l'excès de normes, l'excès de fiscalité. Mais c'est une autre chose, mais je pense que c'est en lien. En tout cas, la Rose Belt qui était abandonnée par toutes ces industries, les industries américaines, si on veut réindustrialiser, mais dans tous les pays,
il va falloir 4 ans, 5 ans au minimum. Est-ce que si on suit Philippe Guibert, le raisonnement de Mathieu Bock-Côté, est-ce que si Trump veut reprendre toutes les industries que pour des raisons de facilité, nous aussi, Européens, avons mis en Chine ou en Asie du Sud-Est, dans certains pays, parce que ça coûtait 4 fois, 5 fois, 10 fois moins de produire là-bas. Est-ce que si on veut remettre tout ça, peut-être aussi chez nous, quelque part dans le Massif central ou dans des bassins d'emploi qui ont été connus pour leur sidérurgie et qui aujourd'hui pourraient peut-être reconnaître ça, il faut, quand je dis 5 ans, c'est vraiment le minimum. Oui, c'est vraiment le minimum. Et en plus, avec un hiatus entre le temps court et le temps long. C'est-à-dire que pour réindustrialiser, il vous faut du temps long, et que sur le pouvoir d'achat, l'effet de ces taxes et de ces possibles surenchères a un effet immédiat, parce que les ouvriers de la Rostbalt qui ont voté pour Trump, aussi parce que ils avaient mieux vécu sous Trump que sous Biden, et notamment qu'ils n'avaient pas été victimes de l'inflation sous Trump, vont peut-être déchanter. Et c'est quand même ça l'enjeu pour Trump. Il y a le krach boursier qui visiblement ne lui fait pas trop peur. Il considère qu'il tient. Est-ce qu'il négocie ou veut pas négocier? Il y a des divergences au sein de ses conseillers. Certains de ses conseillers jugent que c'est une arme de négociation. D'autres conseillers jugent que c'est une arme à long terme pour justement réindustrialiser et relocaliser aux États-Unis. Donc tout ça fait qu'il y a des effets immédiats qui vont être de l'inflation et du ralentissement de l'économie. Sur les effets à long terme, on est dans le brouillard le plus total, puisqu'on ne sait pas quelles vont être les réactions. Les Chinois ont réagi très très vite, ils ont dit 34%, d'accord, alors 34% de notre côté aussi. Mais voyez, l'Union européenne, les 27 ministres du commerce extérieur se sont réunis aujourd'hui à Bruxelles, et vous avez à peu près 27 points de vue. J'exagère un peu parce que la France et l'Allemagne ont l'air à peu près sur la même longueur d'onde. Donc ça veut dire que l'Europe va mettre beaucoup de temps à mettre au point une stratégie. En tout cas, la seule certitude, c'est qu'à court terme, ça va relancer l'inflation et ralentir la croissance. Ça, tout le monde est d'accord. Et oui, mais ça a des effets. Alors, je veux pas développer. Ça a des effets. Même Donald Trump les a prévus et anticipés, puisqu'il a dit aux Américains qu'ils allaient recevoir une compensation sur les impôts. Il annonce, en fait, Trump annonce la séquence de turbulences inévitable dans un changement qu'il présente comme par ailleurs nécessaire, de son point de vue. C'est pour ça qu'il dit soyez fort, soyez courageux. Le médicament va faire mal, la chirurgie va faire mal, mais à terme, vous serez en meilleur état. Ouais. Bon. Faut comprendre, il y a une rationalité derrière ça. On n'est pas devant un fou. C'est une conception. C'est tous ceux qui ont rêvé de démondialisation, de protectionnisme, de fin de la mondialisation. Eh bien, ils l'ont devant eux. Je pense qu'ils ne rêvaient pas à cette version de la fin de la mondialisation, mais ils l'ont devant eux. Donc, parce que la plupart espéraient le retour des nations, peut-être moins le retour des empires, avec cette singularité que les États-Unis étant une nation-empire, eh bien, on voit c'est un empire qui veut faire sa loi un peu tout le monde. Et il y a chez Trump cette idée aussi que il est temps que le reste du monde qui a profité des États-Unis paye les Américains. Il le dit même clairement comme ça. Est-ce que ça peut fonctionner? Je pense que ça dépend du rapport qu'auront les Américains avec ces tarifs. Est-ce qu'ils sont capables de se dire, à moyen terme, ça va être bon pour nous, même si au début on souffre? Est-ce que l'électeur de base est capable de réfléchir ici aujourd'hui? C'est loin d'être certain, d'autant qu'il est loin d'être certain que sa politique fonctionne. Par ailleurs, pour les alliés des Américains, pour les voisins, ça exige, ça je pense c'est l'élément central, ça va exiger que le Canada, le Québec, mais aussi la France, l'Irlande, la Grande-Bretagne, sont appelés, je pense, à avoir une politique on pourrait dire de facilitation de la croissance qui n'a pas été privilégiée ces dernières années à cause de la surcharge réglementaire fiscale et écologiste. Moi, je pense que vous oubliez un élément, Mathieu Bock-Côté, ou alors vous n'avez pas eu le temps de le formuler, c'est possible, sur Europa, c'est que il y a les mi-termes qui arrivent. Non, bien sûr, dans 2 ans. Mais évidemment. Dans 2 ans. L'année prochaine. Dans moins de 2 ans. Oui, en effet, vous avez l'année prochaine. Vous avez raison. Donc là, s'il plante son électorat. Mais voilà. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle, en fait? Et je rappelle que la première motivation dans toutes les études du vote Trump en novembre dernier était d'abord économique et de pouvoir d'achat. Il y avait plein d'autres raisons, hein. Je ne minimise pas les autres raisons, identitaires, etc. Mais la motivation économique était absolument centrale dans le basculement de tout un électorat. Alors si on se place du point de vue de l'Europe, les conséquences immédiates peuvent être aussi assez catastrophiques. Ah, mais bien sûr. Pour la France, par exemple, je fais juste un détour par la France. On avait déjà un budget qui était extrêmement difficile à faire pour 2026. Là, avec moins de croissance
et éventuellement plus d'inflation, ça devient quasiment mission impossible. Alors je ne sais pas comment... on vient de se débarrasser de l'inflation il y a peu de temps. Il y a très peu de temps. On vient aussi de voter un budget avec toutes les difficultés qu'on a pu rencontrer. Ça a coûté la vie au gouvernement Barnier. Honnêtement, je ne crois pas aujourd'hui que le gouvernement Bayrou ait les moyens politiques de faire un budget 2026 dans les conditions économiques qui ont l'air de se dessiner à court terme. Mathieu Bock-Côté. Ça, je dirais, en ces matières, on arrive dans un terme d'un temps de contraintes extérieures. C'est-à-dire moi j'ai souvent entendu les Français de gauche, de droite dire par nous-mêmes, nous sommes irréformables, nous espérons que l'Europe nous force à nous réformer, sinon ce sera un jour le FMI, sinon ça va être la crise de la dette. Donc je l'ai entendu si souvent dans les conversations privées, un peu moins dans les conversations publiques. Oui. Il se peut que cette contrainte extérieure s'appelle Donald Trump aujourd'hui. Et là, disant cela, je ne m'en réjouis aucunement. Personne n'aime être obligé de se réformer parce que quelqu'un à l'extérieur vous met un pistolet sur la tempe. Mais par ailleurs, je vois que Trump est aussi un révélateur de nos propres faiblesses. Et ça, je parle à la fois en tant que Québécois, en tant que porteur de passeport canadien, et aussi en tant que quelqu'un qui habite en Europe. Je vois que nos sociétés ont renoncé, je pense parce qu'elles croyaient une forme de paix perpétuelle, de croissance perpétuelle, de société définitivement tranquille. Eh bien non, c'est normal, c'est humain. On aspire tous à ça et ça a fait dire des bêtises à Francis Fukuyama dans les années 90. Non, mais c'était le confort à l'inconfort. Non, mais je pense que nos sociétés ont toujours su que le tragique appartenait à leur quotidien et on a cru vraiment à la prophétie de Fukuyama. On y a cru. Ah oui, oui. Et là, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ça ne tient plus et on paie le prix d'une légèreté sur quelques décennies. Ensuite, le président américain, faut bien le voir, agit. C'est un America First. Tous les admirateurs de Trump en Europe ou ailleurs, il y en a, devraient se dire que s'ils sont vraiment Trumpiens de guillemets, qu'ils soient France First, Italy First, Great Britain First, et non pas America First eux aussi. Je veux dire, le Trumpisme est un impérialisme. Je pense que ceux qui s'identifient à lui par esprit d'antisystème ne devraient pas se tromper de patrie. Après, si on veut, Philippe Guibert, prendre un peu la défense de Donald Trump et se faire l'avocat du diable, si on veut, l'Amérique et ces derniers temps sous Biden, jamais l'Amérique, en tout cas les États-Unis, n'ont été aussi fracturés. C'est-à-dire qu'on est arrivé quand même sur une fracture notamment sociale. Il y avait l'Amérique des pauvres et l'Amérique des riches. Oui. Je veux pas rentrer dans les considérations de wokisme, etc., où effectivement il y avait des universités américaines. N'importe quel jeune aujourd'hui qui revient de Berkeley, de Stanford ou de Columbia vous témoignera de la dose de wokisme qu'il y a dans les universités américaines. Il y a eu quand même un problème à régler et Donald Trump s'est attelé à ça, à l'encontre ou au mépris, si vous préférez, des politiques américaines. Je prends 10 secondes et je laisse la parole à Guibert. Je suis le premier à avoir cherché à comprendre les motivations du Trumpisme, les raisons de fond du Trumpisme, à ne pas avoir voulu le diaboliser, et je ne le diabolise toujours pas. Ensuite, je constate que la politique qu'il mène aujourd'hui est contraire aux intérêts de l'Europe et de ses anciens alliés. Philippe Guibert. Défendre Donald Trump, merci Mathieu pour ces 10 secondes. Quand il dit 10 secondes, on est québécois. Oui. Défendre Donald Trump, c'est pas évident, parce que vous citez par exemple sur le wokisme, qui est un fait incontestable des universités américaines, mais la politique qu'il mène de sanctions contre les universités américaines est pas forcément beaucoup plus intelligente. Je suis pas en train de parler de ça. L'anti-wokisme trumpien n'est pas de ça. Je rentre pas dans le sujet. N'était pas. Vous prenez une diversion qui est pas dans le débat. Il guibertise. Non, ouais. C'était pas une diversion. Vous surfez sur une guibertise. Voilà. Bon, d'accord. Je trouve... Mais finissez, tant que vous y êtes. Tant pis. Non. Guibertisez jusqu'à la fin. Sur le plan économique, puisque c'était de ça dont vous vouliez parler, Pierre. Oui. L'avantage à moyen terme de la politique trumpiste est quand même, vous avez vu qu'aujourd'hui, y compris certains de ses soutiens dans les milieux d'affaires, commençaient à être très critiques. C'est la première fois depuis son entrée en fonction et même depuis son élection. Et ça, c'est peut-être que les milieux d'affaires se rebellent. Ça, c'est un des freins peut-être qui lui seront fatal ou fatal. Ça s'accorde pas. Merci les amis. 20h45.